Alors Alice Milia est une sportive et pionnière pour ce qui est de la mise en valeur des Jeux féminins et des Jeux olympiques. Elle va inventer une chose qui n'était pas du tout prévue, qui va peut-être vous étonner, puisque ça se passe pendant l'entre-deux-guerres, donc entre les années 1900, 1910, 1920 surtout, et jusqu'à la veille de 1939, concernant la possibilité de développer des activités sportives pour les jeunes filles et les jeunes femmes, d'une part du côté des compétitions, et d'autre part, son idée, c'était finalement, on va le voir tout à l'heure, d'entrer en lice par rapport aux JO officiels, dont les femmes étaient complètement écartées. Donc Alice va travailler lentement, difficilement, avec une très grande persévérance, pour d'abord faire connaître la qualité du travail des sportives féminines, et ensuite voir de quelle manière elles pourraient obtenir qu'elles participent aux Jeux olympiques officiels. On va s'apercevoir qu'en réalité, elle va être tout le temps repoussée, mais ça ne va pas la gêner parce qu'en réalité, elle va développer des activités dans d'abord un club sportif, le Femina Sport, dont on va parler tout à l'heure, et puis réussir surtout un élément qui, à l'époque, est quand même étonnant, c'est faire parler d'elle dans la presse et faire connaître les activités des jeunes filles dans ces compétitions. Et ça, c'est peut-être le côté qui est quand même très novateur. Parallèlement, elle va aussi s'appuyer sur un certain nombre de mouvements féministes qui, eux, travaillent sur l'émancipation des femmes d'une manière générale, et pas seulement l'émancipation des femmes dans le sport. Ça, c'est un point qui, justement, n'avait pas été beaucoup travaillé par les personnes qui ont étudié la vie d'Alice Milia. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu d'autres travaux, faits dans des articles un peu spécialisés, où on se rend compte qu'effectivement, Alice Milia était en relation avec un certain nombre de féministes de l'époque, très actives, et que ça lui a donc permis d'être connue dans la presse féministe, et pas seulement dans la presse générale. Voilà, donc les différents aspects qu'on va essayer de regarder ensemble tout de suite. Bon, le copyright des images, simplement, c'est parce que nous avons utilisé des images autorisées et d'autres pour lesquelles, malheureusement, nous n'avions pas donc les droits et n'ayant aucun moyen et subvention. Donc, on a quand même utilisé quelques images dans la mesure où l'activité qu'on a menée est une activité totalement bénévole. Voilà, donc nous n'avons rien pris à personne, on a simplement les références si on en a besoin. Voilà, d'abord le personnage, donc né en 1884 à Nantes. Alors, c'est une jeune fille qui est finalement dans ce qu'on appelle à l'époque la province, aujourd'hui on dirait en région. Elle va connaître Paris une vingtaine d'années plus tard, donc ses principales activités vont l'amener d'abord dans le commerce. Elle est tout à fait astucieuse, elle va se lancer dans la sténodactylographie, ce qui à l'époque est quand même un élément tout à fait novateur. Et puis surtout, elle va partir à Londres quelque temps, ce qui va lui permettre finalement d'améliorer la qualité de son anglais parlé et écrit. Et ça, c'est un point extrêmement important pour elle, parce que ça va lui donner énormément de portes ouvertes dans la suite des événements, sans compter qu'elle parle ensuite deux autres langues, l'anglais et un peu l'allemand. C'est d'abord une sportive tout à fait tenace, tout à fait silencieuse dans les premiers temps, mais qui est vraiment passionnée par la pratique du sport pour les jeunes. Et tout ça, j'ai voulu associer à son portrait le portrait des jeunes filles qu'elle a entraînées au Femina Sport, parce que rien que cette toute petite photo donne une idée finalement de l'enthousiasme de ces jeunes filles qui sinon n'auraient jamais fait de sport si Alice Milia ne les avait pas aidées. Alors le contexte, il n'est pas fameux au début. J'en ai mis quand même quelques lignes, quelques mots, parce que finalement, quand on veut faire du sport à l'époque d'Alice Milia, qu'on est entre 1890-95 et 1900-1910, en fait, tout est interdit, ou à peu près. Les filles doivent rester assises sur une chaise avec des robes bien serrées, bien encombrantes, des corsets, des chapeaux, des bottines qui font mal, etc. Et surtout, on ne bouge pas. Sauf exception, et nous en avons ici quelques-unes. Pour ce qui est des jeunes filles qui viennent de l'ancienne aristocratie ou de la haute bourgeoisie, il y a quand même une autorisation, c'est bien entendu la pratique équestre. Ceci étant, vous remarquez que la pratique équestre, elle est utilisée ici uniquement dans la posture de l'Amazone. Donc, autant dire que, à part le danger que ça représente, elles ne peuvent pas participer à des compétitions. Un autre domaine dans lequel les femmes ont été remarquées, c'est le domaine de l'escrime, parce que là aussi, il y a un héritage dans la culture de l'ancienne aristocratie. Et donc, pour montrer aux jeunes filles qu'elles ont de la persévérance, du courage, on veut quand même leur permettre de s'entraîner à l'escrime. Mais entre filles, bien entendu, avec des fleurets mouchés, c'est évident. Donc, ça donne lieu à des caricatures comme celles que vous apercevez ici. C'est à peu près tout. Alors maintenant, il y a les folles, ce qu'on appelle les folles, les pionnières, celles dont tout le monde se moque, parce qu'on dit que ce sont des femmes quand même étranges, qui font des choses tout à fait inattendues. C'est principalement la conquête des airs. Donc là, on a quand même quelques cas, très rares, mais très anciens, de femmes qui se sont installées dans la posture, finalement, de la conquête du ciel. Alors en 1784, on connaît Elisabeth Thibault, qui s'envole seule en montgolfière, à Lyon. On connaît Jeanne Labrosse, qui saute en parachute depuis un ballon à hydrogène,
en 1799. Son époux dépose un brevet de parachute en 1802. Mais ça, ce sont des cas vraiment exceptionnels. Et puis il y a Sophie Blanchard, aérostière dès 1804, qui se tue en 1819. Alors ces femmes-là, on les connaît, mais en fait, elles servent en quelque sorte de repoussoir. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes filles, oui, il y a des gens qui ont fait effectivement des choses extraordinaires, mais c'était vraiment des folles, c'est beaucoup trop dangereux, ce n'est pas pour vous. Donc l'idée, c'est surtout de décourager les jeunes filles, surtout celles qui auraient du courage. Il faut vraiment, vraiment qu'elles n'aient pas de courage, qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne respirent pas, qu'elles restent chez elles. Alors, il y a quand même la question de l'école et de quelques pratiques sportives qui sont, j'allais dire, tolérées. Alors, j'ai essayé dans cette petite réunion de photos de vous montrer pour la fin du siècle et le début du XXe quelles étaient les rares occasions que l'on avait de bouger quand on était une jeune fille. La photo de gauche, en haut, a été prise à Lyon, dans une école où était Madame Desparmé-Ruello, une très grande pédagogue. Donc là, les rares choses autorisées par l'inspection générale, attention, parce que l'inspection générale regarde aussi les programmes de gymnastique. On appelle ça gymnastique à l'époque. Donc les jeunes filles, à la condition d'avoir les robes que vous apercevez ici, les bottines, peuvent manier donc des bâtons permettant de faire des gestes, soulever, se tourner, marcher en rythme, quelquefois monter sur la demi-pointe. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire dans la cour de récréation. Bon, ça s'appelle la gymnastique. Alors sinon, il y a quand même une nouveauté, c'est la question de la bicyclette. Et là, il y a pas mal de femmes qui voudraient évidemment faire de la bicyclette comme les hommes. Seulement, évidemment, elles ne peuvent pas mettre de pantalon, puisque le pantalon est absolument uni. C'est un signe de la puissance masculine, donc pas de pantalon. Donc, avec leur jupe longue, leur chapeau sérieusement encombrant, elles vont quand même monter sur les premières bicyclettes et faire quelques tours de roue. Difficilement, là, les chutes sont nombreuses. On finit quand même par s'apercevoir qu'il est quand même commode d'accrocher la jupe de manière à ne pas déchirer complètement le costume. Mais à part ça, on ne va pas aller très loin. Dans les grandes nouveautés, il y a le bain de mer. Les tout premiers bains de mer, on verra une deuxième image. En fait, on se baigne tout habillé, mais on peut quand même se tremper dans l'eau. Mais on est loin encore d'apprendre véritablement la natation. Reste l'escrime qui continue. Alors, il y a des clubs féminins, assez sélects, assez fermés, mais il est quand même possible de pratiquer. Alors, il y a aussi la possibilité, du fait de l'influence britannique, de pratiquer le tennis. Mais ça ne concerne qu'une toute petite partie de la société. C'est vraiment un sport de classe, il faut être clair. Ceci étant, on le pratique quand même avec une jupe longue. Donc, ce qui quand même limite la possibilité de courir. Restent les personnes qui vont donc continuer dans le domaine de désert, donc les aérostats, les premiers avions, les biplans, etc. Là, c'est Élise de Roche qui va se lancer. Et puis, la nouveauté, ça va être donc tout à fait à droite la photo de la jeune fille qui, elle, va pratiquer un sport collectif grâce justement à Alice Milia. Ça va être les équipes. Donc là, on va commencer à voir les premiers changements qui interviennent dans les années 1912-1914. Enfin, en gros, à la veille de la Première Guerre mondiale. Du côté des sports bain de mer, j'ai essayé de réunir les principales choses qui étaient autorisées aux femmes, en faisant quand même le saut dans le temps entre l'image du Figaro illustrée, c'est-à-dire on peut pratiquer l'aviron à la condition d'avoir une jupe. C'est ce que fera Alice Milia dans les débuts, puisqu'elle pratique beaucoup l'aviron et le cyclisme. Ensuite, elle mettra un short, mais il faudra un certain temps pour ça. Il y a les jeunes femmes qui sont sur une plage de l'Atlantique avec une jupe qui sert plus ou moins de jupe de plage, un chapeau tout à fait étonnant, difficile à rimer quand il y a du vent. Donc on ne fait pas grand-chose sur la plage avec ça, parce qu'il faut tenir le chapeau, il faut tenir la jupe pour pas qu'on voit les cuisses. Alors ça devient compliqué de faire quelque chose, parce qu'on est tout le temps en train de naviguer dans la décence qui doit être respectée. Et puis, pour les bains de mer sur la côte d'Opale, évidemment, c'est les fameuses histoires des cabines et du transport donc, avec les chevaux de la cabine, pour arriver le plus près possible de l'eau. Donc on a quelqu'un qui vous aide pour descendre, se baigner dans une eau glacée. Je précise parce que j'ai déjà essayé de me baigner sur la côte d'Opale et vraiment, c'est terrorisant. Donc je comprends qu'elle ne soit pas restée longtemps dans l'eau. Elle remonte habillée, on les remet dans la cabine et ensuite on va se sécher et on rentre donc à la maison. Donc, alors le changement est intervenu dans les années 20 avec ces fameux maillots de bain donc de mode, 1926, pas tout. Donc là, vous remarquez quand même que le saut est fantastique parce que ces jeunes femmes vont quand même pouvoir nager, apprendre correctement donc la natation avec de véritables maillots de bain. Donc là, vraiment, le choc, il s'est fait au lendemain de la guerre de 14. Alors, dans les choses qui sont autorisées au niveau des compétitions, il y a quand même des personnalités qui sont passionnées et qui s'intéressent soit au patinage, comme on le voit à gauche, 1924, les JO de Chamonix, exception, donc les femmes y sont, il y en a très très peu. Et puis à droite, bien sûr, la divine, Suzanne Langlin, que tout le monde connaît, qui a donc alors fait beaucoup parler d'elle, parce qu'au début, on disait que ses jupes étaient beaucoup trop courtes. Beaucoup, beaucoup trop. Alors, la pauvre, c'était quand même déjà difficile de courir. Mais enfin, là, elle a vraiment dépassé le seuil qui était acceptable. Mais c'était une championne, donc finalement, on s'est aligné sur cette pratique. Alors, dans ce contexte, les Jeux Olympiques avaient commencé en 1896 et ils avaient commencé avec des règles extrêmement précises autour de Pierre de Coubertin et donc du
comité, à savoir que les Jeux olympiques, c'est une affaire masculine, ça ne peut être qu'une affaire masculine. Donc, on le verra tout à l'heure dans le film, les femmes n'ont pas leur place aux Jeux olympiques, elles peuvent juste, dit Coubertin, venir couronner les vainqueurs. Et ensuite, elles rentrent chez elles. Voilà. C'est à peu près le résumé de tout ce qu'il va nous raconter, on le verra tout à l'heure. Donc, ces JO, organisés à grand renfort d'affiches et de discours, commence dans un contexte tout de même dont il faut dire un mot, 1896. Ça n'est quand même pas par hasard. La situation de l'Europe de l'époque est conflictuelle. La France est encore restée sur le drame de la guerre contre les Prussiens en 1871. Et finalement, l'idée des JO, c'est de relancer un thème autour de la paix dans une Europe qui ne connaît pas du tout la paix, qui ne connaît que des tensions abominables, y compris les tensions des Balkans. Donc on s'accroche à cette idée donc, de sport en prenant comme thème le fonctionnement du sport dans l'Antiquité grecque, mais en le transformant quand même de manière curieuse. À savoir, quand les Grecs organisaient leurs Jeux olympiques, ça n'était pas uniquement pour faire au plaisir des dieux et admirer des corps d'athlètes merveilleux, en laissant les femmes de côté, d'ailleurs, entre parenthèses, c'était surtout pour mesurer la force de chacune des cités en cas de guerre. Donc il s'agit d'aligner combien d'athlètes on avait de chaque côté, alors les courses, les chartes, tout ce qu'on veut, tout le reste, et se dire, bon, est-ce que de l'autre côté, telle ou telle cité qui est liée à telle autre, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup d'hommes qu'elle pourrait mettre sous les drapeaux? Et chacun, donc, mesurait finalement la capacité des autres à se défendre. Donc ça n'est pas uniquement pour le plaisir du sport qu'avaient lieu ces fameux Jeux olympiques. Alors les premières années des Jeux olympiques, aucune épreuve vraiment n'est autorisée aux femmes. Ça, certainement pas. Il y a une toute petite ouverture qui s'est dessinée en 1900 pour la deuxième présentation des JO. Et là, on a donc donné l'autorisation aux femmes de pratiquer donc 5 activités: le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Bon, là, elles ont donc été tolérées, elles sont venues en très petit nombre, et donc la situation était quand même difficile. Il y a eu donc 22 sportives recensées qui ont participé par rapport à 997 athlètes masculins. Et on a la photo de Charlotte Cooper, qui a été donc la grande représentante du tennis pour cette époque. Et puis j'ai cherché aussi pour que l'on retrouve le nom de Virginie Herriot, dont vous apercevez la photo en bas à droite. Elle est une grande navigatrice de l'époque. Elle a une médaille d'or aux JO d'Amsterdam par la suite en 1928. Elle a fait une carrière exceptionnelle dans le domaine de la voile. C'est une des rares et qui n'a jamais arrêté cette passion qui était la sienne. Donc voilà pour les JO entre 24 et 28. Alors du côté maintenant des articles parlant de sport, on a beaucoup de mal à trouver des articles concernant les activités sportives masculines par rapport à féminines. Il y a un décalage complet entre les deux. Alors j'ai pris exprès la première page de l'Auto, qui va devenir l'Auto-journal, qui en dépit de son titre est le principal journal de sport de l'époque. Et il a commencé au moment du début du Tour de France. Donc c'était le principal sujet qui a été traité, donc avec le tracé, les cyclistes, mais jusque-là, l'Auto ne parle absolument pas des activités sportives des femmes, ni même des clubs de sport. Alors, en revanche, il y a un autre journal, 1904, qui s'appelle Femina. Alors, ce journal-là avait été fait spécialement pour un public donc de femmes, mais de femmes tout de même de la grande bourgeoisie. Donc, il y avait des thèmes généraux de culture, il y avait quelques thèmes concernant certaines pratiques sportives, des éléments concernant aussi les lectures, les activités vraiment féminines. Et comme par hasard, sur un de ces numéros, la première page nous montre effectivement une activité sportive, mais si vous regardez le sport dont il s'agit, le croquet, vous remarquerez une chose, c'est que ces femmes jouent à la condition de garder leur corset et leur jupe longue. Donc leurs mouvements sont quand même extrêmement limités. Mais le journal Femina considère que ces dames en plein air sont des sportives. Pourquoi pas ? Alors là où les choses se gâtent un petit peu, c'est quand il y a certaines personnes qui ne sont pas dans la grande bourgeoisie, mais qui voudraient quand même s'amuser et faire du sport. Et on a affaire à un groupe qui est très remuant, très bavard, et qui fait parler de lui par rapport aux journalistes. C'est le groupe des midinettes. Alors les midinettes sont tout le temps enfermées dans leurs ateliers pour faire de la couture, pour les grandes maisons, et puis de temps en temps, elles aimeraient quand même prendre un peu l'air, s'amuser, elles n'ont pas beaucoup d'occasion de le faire. Alors elles vont participer à la fameuse course qui les rend très célèbres en 1903, mais dans cette première course dont vous voyez l'image à gauche, regardez bien, elles portent une sorte de jupe-culotte, à titre exceptionnel. Elles ont quand même encore un corset, malgré tout, et elles vont donc courir dans les rues de Paris, toute petite course. Mais ça a été remarqué dans pas mal de journaux, où elles sont enchantées d'avoir participé. Mais si on avance dans le temps, du côté droit, vous avez la même course des midinettes, et cette fois-ci dans les années 1914. Et là, regardez bien, le costume a changé, elles n'ont plus de corset. Elles vont commencer à vraiment
pouvoir pratiquer un peu plus de sport. Et entre les deux, ces jeunes femmes, elles se sont passionnées pour la bicyclette, figurez-vous. Elles ont trouvé que c'était très commode finalement pour aller de son lieu de travail donc à la maison, et elles vont à plusieurs reprises donc investir dans l'achat des bicyclettes qui à des portes sont fort chères. Mais elles sont quand même parmi les premières petites sportives guillemets qu'on trouvera dans les rues de Paris. Alors dans tout ça, est-ce que le sport féminin progresse? Et oui, ça va commencer grâce à Alice Milia. Alice Milia, qui est rentrée de Londres, qui était déjà donc une sportive, elle pratiquait donc déjà l'aviron, elle pratiquait le cyclisme. Revenue en France, elle cherche un endroit où elle pourrait pratiquer le sport. Donc elle s'intéresse au club féminin, qui vient d'être fondé, nous sommes en 1912, et il y a face à ce club un deuxième club, dont je dirais deux mots tout à l'heure, le club Academia, qui lui s'installe en 1915. Donc voilà les deux associations parisiennes connues. Le club féminin est dans le 14e arrondissement et l'Académie est dans le 16e arrondissement. Tout est dit, avec les numéros des arrondissements. On va voir pourquoi. Alors dans tout ça, il y a quand même deux professeurs de gymnastique qui sont pas très loin d'ici, au lycée Buffon, 15e, et qui sont à l'origine en fait de la fondation du Féminasport. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des jeunes filles dans ce lycée qui quand même auraient bien voulu faire un peu de sport, mais qui n'avaient aucune structure qui leur permettait de le faire. Et ils ont donc proposé d'organiser un club féminin spécialement pour ces toutes jeunes demoiselles. Donc c'est Auguste Sandoz et Pierre Païssé. On verra l'un d'entre eux tout à l'heure dans le film. Donc parmi les sportives qui vont être présentes dès 1912, très actives, les sœurs Brûlé, donc Jeanne et Thérèse, du 14e, et Suzanne Guébrard. Suzanne Guébrard, j'ai regardé, cherché un peu. Son histoire est assez amusante au début parce qu'en fait, elle habitait Boulogne-Billancourt. Elle voulait faire du sport à Boulogne-Billancourt. Alors, j'ai pris la peine de chercher. Et en fait, il n'y avait que des groupes de sport masculins. Donc, voyant que c'était impossible, elle s'est renseignée. Elle est arrivée au club féminin. Elle y est restée. Elle s'est fait des amis. Voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Donc, le club de l'époque était dirigé par mademoiselle Fève du Bouveau. Et Alice, qui a été sportive dans les premières années, s'est passionnée, elle s'est intéressée au fonctionnement de l'association et elle est devenue, donc à partir de 1915, la personne qui a dirigé le club. Voilà, donc elle a gravi très vite les échelons de cette petite association. Alors il existait quand même des petites rivalités entre les deux clubs, entre l'Académia et le Féminasport. L'Académia était donc présidée par le journaliste Gustave de la Ferté, et puis il était marrainé par la duchesse d'Uzès. Donc on reste quand même dans un petit milieu bien connu, mais donc le journaliste et puis la duchesse d'Uzès. Alors qui va dans ce club? Les jeunes filles, évidemment, de l'élite parisienne qui font du tennis. Voilà, en gros, c'est ça. L'Académia, c'est essentiellement du tennis. De l'autre côté, au contraire, le Féminasport, c'est tout à fait autre chose. On va travailler les gymnastiques rythmiques, danser, on va développer des nouveautés, football, rugby, la barrette, on en reparlera tout à l'heure, grâce au docteur Oudré, et le hockey. Et le public est très différent. Ce sont des jeunes sportifs qui viennent de milieux modestes et qui payent leur cotisation annuelle et qui donc sont heureuses de pouvoir avoir cette occasion de se faire des amis d'abord et puis de s'entraîner au stade. Sinon, elles n'auraient jamais pu faire de sport parce que le coût était trop élevé. Donc voilà les aspects des deux principaux clubs. Alors tout le monde commence à prendre goût au sport. Un certain nombre de femmes se passionnent. On va passer de l'athlétisme à l'automobile et ensuite retour à l'aviation, qui a toujours un grand succès. Alors en 1917, premier championnat de France des femmes en athlétisme, une dizaine d'épreuves. On constate que déjà les journalistes s'y intéressent. On a quelques éléments photographiques qui sortent dans la presse, dans le fameux journal qui s'appelle L'Auto. Secondo, l'activité originale, c'est la course automobile. Les automobiles, c'est le début, donc ça, c'est la grande nouveauté. La duchesse d'Uzès se lance dans les courses automobiles en 1897, avec quand même quelques mécaniciens chevronnés, parce que vu le nombre de pannes sur une trentaine de kilomètres, il y a plus de pannes qu'il n'y a de moments où on peut rouler. Mais c'est comme ça. Il y a Camille Dugast, alors qui est une très grande sportive, en 1903. Elle est multi-activité, c'est elle qui est une des fondatrices de la Société protectrice des animaux, et en même temps une grande sportive. Et puis il y a Colette Salomon, aussi en 1920, qui se lance dans les activités automobiles. Alors là, honnêtement, les messieurs n'apprécient pas du tout que ces dames se lancent dans la course automobile. C'est très, très mal vu. Ça, j'ai trouvé quelques extraits dans les journaux. Les commentaires sont quand même un peu durs. Alors par contre, si elles s'en vont voler dans les airs, alors tout le monde s'en moque complètement, parce qu'on se dit, si elles veulent se tuer, qu'elles aillent se tuer. Ah, franchement, je vous assure que les commentaires, c'est assez étonnant. Alors la vie au grand air, vous remarquez que les messieurs portent en triomphe Madame Marie Marvin, aviatrice en 1911. Élise de Roche, qu'on a aperçue tout à l'heure, brevet de pilote en 1910, au commode d'un avion biplan voisin, c'est vraiment le top de l'époque.
Ensuite, Adrienne Bolland, ça c'est ma grande copine, parce que j'ai lu pas mal de choses sur elle, donc c'est vraiment ma grande copine, survole la Cordillère des Andes en 1920-21 et fait toute une série de loopings extraordinaires dans les années 1923-24. Donc c'est vraiment la grande sportive au niveau donc de l'aviation. Elle a un succès considérable. Et puis, il y a des personnes étonnantes. En allant travailler à Bercy pour tout à fait autre chose, à la bibliothèque du cinéma, je tombe sur un article et je vois Gaby Morley, alors actrice, etc., sportive. Alors je commence à regarder parce que vraiment je ne savais rien du tout. Titulaire d'un brevet de pilotage, de dirigeable et d'avion en 1919. J'apprends aussi qu'elle a pratiqué la natation, la boxe, sans oublier la moto et l'auto. Je veux dire, l'article était vraiment fantastique. Là, j'étais ravie de cette découverte, donc je vous la transmets. Quant à Alice Milia, elle continue tranquillement à travailler et pratique l'aviron. Elle va donc effectivement former pas mal de jeunes filles aussi dans le domaine de l'aviron, mais sans oublier les autres activités. En 17, athlétisme féminin, championnat au stade de la Porte-Brantion, donc à 2 pas d'ici. Il y a donc les disciplines principales, les athlètes qui ont été présentes, dont on retrouve Thérèse Brûlé, Suzanne Cusin. On va retrouver à plusieurs reprises aussi Violette Maurice, qui va être le numéro qui va se faire remarquer dans le Femina Sport, mais elles ont toutes de très belles compétitions, et donc on commence à parler d'elles dans les journaux. Alors attention, c'est toujours à la dernière page du journal, dans les derniers articles, ça n'est jamais sur la page de garde, mais on voit quand même que le journal a un encadré destiné à donner les compétitions féminines. Et puis le football va se faire remarquer, il commence en France en 1917. Il y a déjà pas mal de clubs en Angleterre qui font pratiquer le football aux jeunes filles, mais en France, ça sera un peu plus tard. Donc là, on considère véritablement que ça n'est pas un sport pour les jeunes filles, parce que leur tenue est absolument, dit-on, horrible et indécente. Alors forcément, pour faire du football, on ne va pas aller en jupe longue, ça paraît quand même difficile, on ne va pas mettre un chapeau non plus, ni mettre un corset. Donc elles vont avoir le maillot, le gilet, le short plus ou moins long, les chaussettes et les chaussures quand même un peu confortables. Donc ça déjà, ça les a fait énormément critiquer, et donc la plupart des parents ne veulent absolument pas que leur fille fasse du football. Alors ça, c'est hors de question. Donc la pauvre Alice Milia a beaucoup de mal pour le club Femina Sport à recruter des jeunes filles à cause de ça. Puis progressivement, les unes amènent les amis des amis. On voit que finalement on s'amuse bien, qu'on pratique agréablement le sport. Donc peu à peu, le football entre dans les sports tolérés. Voilà, je ne pourrais pas dire plus pour l'instant. Et puis l'idée astucieuse d'Alice, ça a été en avril 1918. Elle veut organiser un événement autour d'un cross féminin. Donc elle choisit un bois qui ne soit pas trop loin de Paris, le bois de Chaville. Alors à l'époque c'est bien tranquille, en plus c'est plein de gadous au mois d'avril, donc c'est parfait. Pour les sportifs, c'est génial. Et elle fait une épreuve, championnat de Paris. Alors, appelé championnat de Paris. Et cette fédération sportive féminine va réunir une bonne cinquantaine de jeunes filles, dont quelques-unes très jeunes. Vous verrez tout à l'heure dans le film, on a quelques très belles images qui ont été prises de ce cross au bois de Chaville. Donc, un très grand succès parce que Alice a eu l'astuce de convoquer un certain nombre de journalistes, dont ceux de l'auto, qu'elle connaît assez bien, qui vont donc venir pour couvrir cet événement, ce qui est vraiment une première. Alors voilà à quoi ressemblent ensuite les journaux quand on parle des jeunes filles qui font du football. Le Miroir des sports, c'est le second journal, 1920, qui de temps en temps accepte donc de parler de ces jeunes filles avec des photos que vous apercevez qui sont évidemment d'une grande médiocrité, mais c'est les photos de l'époque et c'est le maximum qu'on puisse obtenir. Une photo d'ensemble, une photo de détail. Donc on annonce les matchs au stade Pershing à Vincennes, mois d'octobre. Ce sont donc des matchs qui ont lieu en 1920 parce que les premiers matchs féminins internationaux, j'ai vérifié, avaient eu lieu en Angleterre en 1919. Voilà, donc le journaliste fait un petit topo pour montrer le lien entre les matchs en Angleterre et la France qui va se lancer dans des nouveautés. Enfin, on parle de ça comme si on allait monter sur la Lune. Hein. Peut-être quand on relit les textes, on est un peu surpris des commentaires qu'on y trouve. Admettons. Alors voilà de plus près le football féminin. Mademoiselle Laloz, donc, qui est au centre, toujours dans le Miroir des sports. Donc là, vraiment, c'est les premiers grands succès d'Alice. Puis alors, Alice, comme elle a des succès, les personnes qui organisent les JO auraient bien voulu l'écarter définitivement, mais c'est difficile parce qu'elle commence à être connue. Donc elle va de temps en temps utiliser la presse pour dire ce qu'elle pense du sport masculin et ce qu'elle pense des organisateurs des JO. Ça donne par exemple cet extrait. L'atavique esprit de domination masculin considère la femme comme un être inférieur, obligé de toujours lutter pour faire admettre sa valeur. Tout est dit. Là, par contre, j'ai choisi cette photo parce que, regardez bien, tous ces messieurs horriblement sérieux n'ont quand même pas pu obliger Alice à s'en aller. Donc, elle est quand même admise comme membre du jury au JO de 1920. Voilà. Donc, on l'a tolérée parce qu'on ne pouvait pas se débarrasser d'elle directement. Voilà. Mais on n'en pense pas moins. Vous verrez la moyenne, le sérieux de ces messieurs, y compris Edström. Edström, c'est celui de deuxième à droite, c'est celui avec lequel on a encore plus d'ennuis qu'avec Coubertin. On va voir pourquoi.
Alors, la presse continue à parler des jeunes filles, seulement, si on regarde un journal comme Le Miroir des Sports, la première page donc, est toujours consacrée au sport masculin. Ça ne change jamais. Alors, l'idée d'Alice, c'est d'essayer de gagner du terrain en multipliant les événements pour à chaque fois avoir quelques lignes dans la presse, même si elle n'a pas de photos, en quelques lignes des matchs, des compétitions des filles à tel endroit, le football, les autres activités. Donc, elle essaie progressivement de s'insérer dans cette presse parce qu'elle pense à une chose qui est importante, c'est que si on ne parle pas aux filles du sport qu'elles peuvent pratiquer, elles ne s'y intéresseront jamais, puisque chez elles, personne ne leur dit de faire du sport. Donc son idée, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes filles à essayer de faire du sport pour faire changer les choses. Et en même temps, si on cherche bien à l'arrière-plan, qu'est-ce qu'elle pense, Alice ? Ça, on le sait bien, sauf que beaucoup de gens ont fait semblant de ne pas le savoir. C'est qu'elle pense à l'émancipation tout court des filles dans la société. Alors le sport est un élément, mais ça n'est pas tout. Autres journaux féminins qui parlent des sports, on a le journal Ève, on a le journal Minerva, à droite, et on a le journal La Française. Et là, nous avons affaire pour La Française à un journal féministe qui va énormément aider Alice Milia pour faire connaître tous les sports possibles dans les années qui vont suivre. On va y revenir tout à l'heure. Voici les athlètes féminines en 1920. Elles sont bien entraînées. Alors, il y a une diatribe aussi qui est toujours la même. On dit, mais comment ces pauvres jeunes filles, vous les faites courir, mais vous ne vous rendez pas compte. Leur cœur, leurs poumons ne vont pas résister, vous allez les faire mourir. Alors, Alice et Maline, elle a dit, ne vous inquiétez pas, on s'entraîne régulièrement, progressivement, on fait régulièrement de la course et on commence à faire des entraînements donc, de foot, de stade, que quand on a déjà fait un très bon entraînement gymnastique. Donc, ne vous inquiétez pas pour les parents, je prends soin de vos enfants. Il n'y a pas de danger. Alors le grand changement, il intervient en 1921 d'une manière tout à fait inattendue. C'est le premier meeting international à Monte-Carlo. Le contexte, en fait, est mal connu. On ne sait pas dans quelles conditions Alice Milia a réussi à être présente avec les sportifs de son club, Femina Sport. Toujours est-il qu'elle a réussi à se faire inscrire, à amener avec elle un grand nombre de jeunes filles avec des complications assez grandes concernant les financements, et elle va donc faire participer ces jeunes filles à cette activité, avec surtout le fait que là, il y a beaucoup de photographes. On est à Monte-Carlo, donc elle va bénéficier d'une médiatisation bien plus grande que précédemment. Et c'est ainsi que Lucie Bréard, que vous apercevez ici, donc sportive du club Femina, participe à l'épreuve de demi-fond, 800 mètres, à Monte-Carlo. Donc c'est vraiment la toute jeune, très très douée, qu'Alice Milia va pousser au maximum pour qu'elle soit connue un peu partout. Voilà, pour Lucie. Alors, au même moment, il y a eu aussi à Monaco des entraînements concernant des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, Violette Gouraud-Maurice lance le javelot. Alors ça étonne beaucoup, parce qu'une femme qui lance le javelot, quand même, déjà, ça peut paraître un peu étrange. Elle va réussir extrêmement, elle pratique un très grand nombre de sports. Donc là aussi, elle est venue rencontrer Alice Milia pour avoir un peu d'appui dans la pratique des sports qui étaient les siens. Et puis, Alice se rend compte que si vraiment elle veut maintenant gagner du terrain et être connue, et surtout, dans son idée, c'est un jour se faire accepter dans les JO officiels, il faut qu'elle ait une fédération digne de ce nom, mais une fédération internationale féminine. Donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment créer un organisme complètement indépendant de ce qui se passe dans le sport masculin, et cet organisme permettra, avec une échelle internationale, de faire connaître donc, tous les sports pratiqués par les jeunes filles. Donc elle crée en 1921 donc, cette fondation, Fédération sportive féminine internationale, à Paris, et elle va donc désormais publier un bulletin trimestriel qu'elle fait immédiatement rédiger en français et qu'elle traduit en anglais, de manière à avoir très vite le plus grand nombre de points d'appui dans les pays anglophones. Ça, c'est un élément qui va jouer énormément. Cette fédération va au début compter à peu près une dizaine de pays. Ensuite, on arrive à peu près à 31 nations, parmi lesquelles donc la France, le Canada, la Grande-Bretagne, bien entendu, qui a été dans les premières, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande ou encore la Suède. Donc, en fait, Alice Milia multiplie les courriers, les points d'appui et essaie de faire entrer un certain nombre donc, de pays dans ce projet. La Fédération sportive va mener 9 congrès au cours de 15 années. Donc c'est ça le travail extraordinaire d'Alice, parce qu'elle a quand même très très peu de personnes pour l'aider. Donc elle va multiplier les courriers, les réunions, les interventions avec les moyens de l'époque. Donc à l'époque, on n'a pas d'internet, on n'a pas de téléphone, donc ça veut dire des milliers de lettres, tout simplement, et beaucoup de publications dans les journaux pour ramener le maximum de personnes pour s'intéresser à ce projet. Alors voici le discours qu'elle a fait en Sorbonne à l'occasion d'une des premières réunions de sa société en août 1921. Alors là, elle va attaquer très fort à la pratique de la gymnastique en France. Voilà ce que ça donne. Mais qu'a-t-on fait en France pour l'éducation physique et sportive féminine?
Rien officiellement, car il n'est pas possible de tenir compte des cours de gymnastique si mal organisés dans l'école et les lycées. L'éducation physique et la pratique des sports chez les jeunes filles leur permettra de devenir des femmes saines de corps et d'esprit. Alors faites attention à la date, on est en 1921. L'après-guerre, la reconstruction du pays, et la question va revenir de la démographie. Donc l'histoire des femmes fait que dans beaucoup de cas, on veut surtout que les femmes restent chez elles, acceptent d'avoir de nombreux enfants et surtout n'aillent pas pratiquer le sport. C'est beaucoup trop dangereux. Alors Alice continue, elle ajoute « Nous sommes même en droit d'espérer qu'une génération très prochaine envisagera les exercices de plein air comme partie intégrante de l'existence et ne saura plus comprendre la vie sans eux. L'air, la lumière, l'eau sont nos auxiliaires les plus précieux dans la conquête et le maintien de la santé. Ils sont la propriété de chacun. Le tout est de les utiliser au mieux, aussi bien dans l'intérêt féminin que dans l'intérêt masculin. » Elle est maligne. Efforçons-nous de faire bénéficier la jeune fille des mêmes avantages que le jeune homme au point de vue éducation physique et sportive. Voilà. Alors comme ça, elle va aller attaquer de près l'éducation nationale, qui à l'époque est encore l'instruction publique, pour tenter d'obtenir des subventions. Alors là, c'est le chemin vraiment le plus difficile. Donc Alice continue dans les objectifs qu'elle s'est fixés. Elle a été très vite élue à la présidence, mais attention, elle a quand même eu des difficultés parce que quelques hommes qui étaient présents préconisent que cette nouvelle fédération, pleine d'énergie et d'activité, soit dirigée par un homme. Mais pourquoi ? En raison des relations diplomatiques qui pourront être nécessaires. Si, j'ai copié dans le texte parce que je me suis bien amusée. Sous-entendu, les femmes ne sont pas capables de discuter diplomatie. Je suis désolée, mais Alice Milla pratique quand même 3 langues vivantes. Elle est capable de se débrouiller. Bon. Alors Alice Milla commence à s'énerver un petit peu, même pas mal. Elle veut organiser des Jeux mondiaux féminins pour montrer finalement que les femmes sont capables de pratiquer correctement les sports, d'entrer dans des compétitions. Elle veut donc prouver aux dirigeants du CIO, pour les JO, que toutes les capacités sportives des femmes sont réelles et qu'un jour, peut-être, elles seront admises à participer aux épreuves officielles des JO. Voilà l'objectif qui est recherché. Alors, pour réussir ça, elle va commencer d'abord par une première action difficile à organiser. Ça sera l'action à Paris, en 1922, au mois d'août. Ce sont les premiers JO olympiques féminins. On les a appelés quelquefois les Olympiades, entre guillemets. Chaque journaliste a écrit ce qu'il voulait là-dessus parce qu'il ne savait pas trop comment définir cette activité nouvelle. Il y a quand même 5000 spectateurs qui se sont déplacés pendant quelques jours. Ça s'est passé à Vincennes, au stade Pershing. Quelques photos, fort heureusement, ont été conservées, dont 2 que vous pouvez apercevoir ici, montrant la volonté d'Alice de donner donc de l'ampleur à cette manifestation, de copier finalement l'organisation, la visibilité donc, de ce qui se fait au JO, le défilé des sportives, toute l'organisation extrêmement cadrée, et puis le fait qu'elle a fait publier les performances des jeunes filles et des jeunes femmes. Voici les jeunes filles au mois d'août, le départ. Cette photo est absolument une merveille, parce qu'il y a une concentration qui est absolument fantastique. Elles sont là vraiment pour mener des compétitions extrêmement sérieuses. Ce n'est pas du tout du loisir, hein, c'est vraiment du sérieux. Voilà le club olympique l'année suivante, pour le football. Vous remarquerez que quand même, elles ont réussi à avoir des costumes qui leur permettent de jouer correctement. Elles ont quand même réussi à faire comprendre qu'il fallait leur permettre de mettre un short, parce que sinon, c'était vraiment pas possible. Voilà quelques photos officielles qui sont sorties dans la presse à la fin de ces JO, donc Olympiade du mois d'août 1922, pour le décorum. Et j'ai inséré ici un bémol, parce que le bémol, il va jouer contre Alice Milla pendant quelques temps. C'est la question au lendemain de la guerre, donc du renouveau de la natalité. Et donc, au lendemain de la guerre, il y a tout un ensemble donc, de politiciens qui, évidemment, en constatant l'hécatombe humaine de cette guerre mondiale, se disent, mais que va devenir la France si jamais il y a un autre conflit contre l'Allemagne ou contre le voisin? Nous ne sommes pas très nombreux, il n'y a plus que quelques enfants et des vieillards. Et puis des hommes qui ont été blessés, qui sont handicapés. Donc il faut vraiment que les femmes restent chez elles et qu'elles acceptent d'avoir le maximum d'enfants pour repeupler la France. Excusez-moi pour l'expression, qui est d'un nationalisme, chauvinisme, mais c'est celui de l'époque. Donc ça donne des articles de presse dans ce genre-là. Les plus grands périls qui menacent la France, c'est la diminution de la natalité, avec toutes sortes d'explications, avec des calculs savants sur le nombre de naissances dans les pays voisins, etc., pour dire aux femmes, donc la femme, c'est l'ange du foyer, n'est-ce pas? Elle doit absolument rester à la maison, s'occuper de ses enfants, et surtout qu'elle n'aille pas faire de sport. D'abord, c'est une perte de temps. Secondo, c'est dangereux pour la santé. Seulement, en même temps, il y a quand même autre chose qui s'est passé. Les esprits ont changé. À droite, j'ai quand même glissé l'image du roman La Garçonne, de la même période. Victor Marguerite, 1922.
La garçonne, c'est une femme qui est émancipée à tout point de vue, et elle va certainement rester dans ses casseroles et auprès de ses enfants. Alors, si vous voulez, on a une période qui est quand même difficile pour Alice Emilia, parce qu'il y a donc les tenants de la natalité, puis il y a aussi le fait qu'il y a des femmes qui s'émancipent à tout point de vue, qui feront bien du sport et mille autres choses. Donc, il faut essayer de trouver une solution pour parler et obtenir des accords dans la presse pour qu'on parle de façon positive de ces groupes de sport. Alors, Alice ne se décourage pas, elle continue, elle fait pratiquer dans quelques groupes le basket. Nous avons l'équipe des Rassingeuses, guillemets, c'est le nom ridicule que leur avaient donné les journalistes, Racing, pour se moquer. C'est toujours au stade Pershing de Vincennes, qui est un endroit, c'est formidable. Le stade Pershing a une quantité d'activités qui sont regroupées là, parce que finalement, par rapport au centre de Paris, c'est facile d'accès, donc on y fait beaucoup d'activités, d'entraînement. Mais pendant ce temps-là, la Fédération internationale d'athlétisme est furieuse, s'inquiète. Alors j'ai mis les guillemets parce que les artistes toujours s'inquiètent. Ces messieurs sont polis, ils disent qu'ils s'inquiètent, en fait ils sont vraiment en colère. Des initiatives féminines en sport. Donc Alice Emilia, cette fois-ci, c'est plus Coubertin qui est en face d'elle. Je ne dirais pas que c'est presque pire, mais c'est Sigrid Hudstrom, l'industriel suédois, qui est donc devenu le président du comité des JO en 1923. Et alors lui, ses idées sur le sport et les femmes, ce n'est pas mieux Coubertin. Il est encore plus rigide, c'est peu dire. Alors malgré tout ça, Alice continue à entraîner donc les jeunes filles. Elle prépare donc de nouveaux Jeux olympiques féminins pour montrer que les filles sont capables de mener d'excellentes compétitions. Et j'ai choisi cette photo-là qui peut peut-être vous étonner. C'est une activité de championnat qui a eu lieu en 1924 entre le groupe donc Femina Sport qu'on connaît et puis les jeunes filles arméniennes, parce qu'en 1924 à Paris, à la suite donc du génocide de 1915, il y a une importante diaspora donc arménienne qui arrive en France par la vallée du Rhône, et certaines de ces personnes vont s'installer avec leur famille dans la région parisienne. Et donc effectivement, Alice Emilia est en relation avec des jeunes filles qui voulaient former donc des clubs d'activité et qui vont venir effectivement faire connaissance avec les jeunes filles de Femina Sport. Alors pour pratiquer le sport, il faut aussi faire attention à ce que disent les médecins. Alors pour les médecins, il n'y a pas de changement. Le sport, c'est dangereux. Première chose, la femme est faite pour enfanter, donc il faut absolument que dans sa santé, rien ne risque de gêner cet objectif. Donc la plupart des médecins disent non, pas de sport. Bon, ça commence mal. Alors heureusement, il y a quelqu'un qui s'appelle Marie Oudré, qui est doctoresse, qui est membre, elle sportive, membre de Femina Sport, et qui va effectivement beaucoup soutenir Alice dans le discours à l'égard des jeunes filles et des jeunes femmes pour leur dire, écoutez, venez faire du sport, entraînez-vous, faites de la gymnastique, il n'y a absolument pas de danger, on fera les choses dans les règles, on ne va pas vous épuiser, mais profitez du sport. Donc elle va énormément l'aider, et surtout elle va mettre au point une adaptation donc, du rugby, qui se pratiquait beaucoup déjà en Angleterre, en Écosse, et elle va appeler ça la barrette. Alors le jeu va être composé de 12, donc il y a 12 joueuses, pas de jeu de pied, plaquage aux hanches, mais on va entraîner les jeunes filles à pratiquer la barrette. Marie Audrey est quelqu'un qui est très connu parce qu'elle est dans le monde donc, socialiste, elle est militante dans la Ligue française pour le droit des femmes. Donc, si vous voulez, on va retrouver des points de repère entre Alice Emilia et quelques-unes des autres personnalités du monde du féminisme. Donc, le rôle de Marie Audrey va être important dans la presse. Alors maintenant, il y a un autre argument pour lequel il ne faut quand même ne pas oublier pour l'époque. On dit que si jeunes filles font du sport, elles sont vraiment indécentes, parce que leur tenue n'est vraiment pas tolérable. Alors, l'argument moral, je vous le cite parce que dans les textes de l'époque on le trouve, il est question de la perversion des spectateurs qui regardent le sport féminin. Donc, à cause de cette perversion, cette concupiscence, s'il vous plaît, rien que ça va obliger les dirigeantes à discuter sur les vêtements sportifs. Donc, regardez la taille, la hauteur des culottes, si les chemises sont serrées, pas trop serrées, correctement boutonnées, etc. Donc, pas trop court, pas trop long, pas trop près du corps, enfin, ça devient très compliqué. Donc, on passe un temps fou à définir quel sera le costume donc, de sport correct pour ces jeunes filles, de manière à ce que finalement les parents acceptent que leurs filles continuent le sport dans les clubs concernés. Rien n'est gagné. C'est vraiment, quand on lit les extraits de texte de cette époque, on se rend compte vraiment que c'était très difficile. Alors Alice Emilia, elle a compris que finalement, il faut qu'elle continue à creuser la question de la presse et des médias de son époque. Donc elle a l'astuce, comme elle voit que les premiers journaux parlent un peu d'elle, donc elle stocke les coupures de presse, et puis elle va rendre visite finalement au ministère de la Guerre. Alors là, elle est très forte, très très maline, parce qu'elle arrive à faire croire aux ministres successifs de la guerre que le sport, pour les femmes, c'est un acte de patriotisme, parfaitement. Parce que les femmes, en 1920, etc., elles vont reconstruire la France, donc des femmes en bonne santé, auront des enfants en bonne santé,
Donc, ça fera des futurs patriotes à la génération d'après. Donc, alors, elles embobinent complètement avec tous ces discours. Il y a quelques passages qui sont quand même assez extraordinaires maintenant. Enfin, là, elle les intéresse tellement, elle finit par leur dire, vous savez, vous inquiétez pas, continuez votre politique nataliste, les femmes sont en bonne santé, elles pourront faire du sport, elles auront des enfants, etc., etc. Donc, finalement, elle obtient des subventions du ministère de la Guerre, ce qui est quand même assez fort. Agréments, paperasse, coups de tampon, etc. En même temps, elle en profite pour multiplier les articles de presse. Elle fait aussi un bulletin mensuel de sa fédération sportive internationale pour faire connaître les activités en cours. Donc c'est une sorte de propagande qu'elle mène pour la pratique sportive féminine. Et surtout, elle insiste beaucoup sur l'idée de sensibiliser les jeunes filles aussi aux idées féministes de l'époque. Donc elle essaie de faire le lien entre pratique sportive et idées féministes. Voilà. Et après 1923, elle multiplie les articles dans le Loto. Là, j'en ai trouvé un assez grand nombre. Et en même temps, elle écrit dans La Française, grâce à l'appui de sa directrice, Jeanne Mise, dont vous avez ici la photo, qui, elle, va être vraiment la personne qui va l'aider au maximum dans cette presse, La Française, pour qu'elle soit vraiment connue. Alors, dans ce contexte, Alice propose donc d'organiser de nouveaux Jeux mondiaux féminins. On était à Vincennes tout à l'heure, en 1922. Maintenant, en 1926, on va être à Göteborg, en Suède. Elle a l'appui donc d'un certain nombre de représentantes féminines donc, du sport en Suède, et elle va donc organiser ces Jeux avec un enthousiasme fantastique. Il y a 20 000 spectateurs qui sont venus en moins d'une semaine. Alors les Jeux sont organisés selon les règles officielles pour copier les Jeux Olympiques, et en même temps, on a invité même des participantes venant du Japon. Et ici, vous avez la photo donc, de Kinue Hitomi, qui a gagné le saut en longueur. Donc c'est vraiment la très très belle réussite dans la qualité finalement des jeunes sportives internationales qui sont venues pour ces compétitions. Donc les athlètes féminines vont concourir dans 12 disciplines et les journaux vont parler à plusieurs reprises de cette réunion et donner pas mal de documents photographiques. Pendant ce temps-là, Violette Maurice continue sa pratique du sport. Violette Maurice, surnommée l'insoumise, qui va un petit peu se fâcher avec Alice Miller, parce que Violette Maurice, ce qui l'intéresse, c'est qu'on parle d'elle, pas forcément du sport. Donc finalement, Alice Miller trouve que tout de même, elle exagère un peu trop. Donc elle va un peu s'éloigner finalement de Violette. Mais le Miroir des Sports continue à suivre les travaux d'Alice Millia. Il va faire un très bel article sur la première foulée donc de Mademoiselle Aucaste, qui va donc gagner en décembre 1928. Alors là, on a pas mal de photos de cette période-là. On a vraiment l'impression que là, Alice a accroché vraiment au niveau donc de la presse, vraiment les principaux journalistes du sport de l'époque. Pendant ce temps-là, les JO féminins officiels continuent à se dérouler. Nous sommes en 1928. Très peu de femmes arrivent à participer à certaines épreuves. Alors on n'a pas réussi à les écarter totalement comme les années précédentes. On en laisse quelques-unes venir, mais vraiment le strict minimum. Pendant ce temps, on s'entraîne côté féminin au rugby, au stade Élisabeth, côté de la Porte d'Orléans. On a donc quelques photos des entraînements de cette époque qui sont largement critiquées par ceux qui estiment que les filles n'ont pas à être sur un stade de rugby. Et ça ne dérange pas Alice. On adapte la barrette. Là, vous avez un match où on a le Féminin Sport en novembre 23, et en bas à droite, on a le club qui lutte contre le groupe qu'on appelle les Hirondelles en avril 28. Donc les compétitions se déroulent régulièrement. Enfin arrive ce que Alice avait décidé, les 3e Jeux féminins à Prague. Donc nous sommes en 1930. Là, c'est un véritable triomphe pour Alice. 600 000 spectateurs, 6 journées de Jeux. Ouverture au sport d'équipe, cette fois-ci le basket prend place et le handball. On a donc un certain nombre de très très beaux reportages photographiques, dont cette grande photo qui vient de la bibliothèque de Prague, qui fort heureusement a été conservée. Ça fait partie, et même certaines de ces photos ont été utilisées comme carte postale de propagande après les Jeux. J'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Alors la montée des dangers, malheureusement, est très très grande. Dans les années 30, après les Jeux de Prague, eh bien, il y a une controverse à nouveau autour du sport féminin. Donc les membres des JO officiels veulent reprendre en main toutes les activités féminines de sport et les diriger par eux-mêmes. Donc Alice Millia est encore présente aux grandes réunions, mais elle est, si vous voulez, on la tolère, mais on voudrait bien reprendre les activités qu'elle a menées. En gros, se débarrasser d'elle en bon français. Voilà. Dans ce contexte, elle lance un dernier coup qui est très difficile pour elle, c'est les 4e Jeux olympiques féminins de Londres en 1934. Alors, très dur à organiser, parce que la situation de l'Europe entre la période mussolinienne, la période d'Hitler en 1933, ça ne facilite pas vraiment les activités sportives. Donc, elle se bat pour réunir 250 participantes venues de 18 pays, 15 000 spectateurs. C'est une très, très belle réussite. Les athlètes vont concourir dans une douzaine de disciplines.
Elles vont montrer qu'à la course, elles sont excellentes, bien entendu, saut en hauteur, saut en longueur, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du poids, pentathlon, etc., etc. Donc elle veut vraiment montrer qu'il y a une gamme extrêmement ouverte de compétitions de qualité pour ces jeunes filles et jeunes femmes. Donc on est en 1934. Malheureusement, l'élan va être coupé d'un seul coup. La montée du nazisme et la préparation des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 marquent donc la reprise en main de ce qu'on appelle les jeux virils, y compris la propagande de Hitler concernant la manière dont ces jeux ont été filmés. Donc là, vraiment, les jeux, les activités féminines sont complètement mises à l'arrière-plan, et la pression est exercée par Edström et par tous ses collègues contre les sportives féminines afin de les mettre sous tutelle masculine. Donc il y a une dernière tentative qui a été faite par Alice pour les JO féminins préparés en Autriche en 1938, mais c'est malheureusement au moment de l'Anschluss, donc ces jeux ont échoué pour ne pas être organisés. Donc dans les JO de Berlin, les JO officiels, qu'est-ce qu'on va apprendre? Simplement, il n'y aura que 326 sportives présentes dans les 4 disciplines qui ont été autorisées. Ça ne représentera que 8,1% du nombre total, donc par rapport à tous les autres sportifs. Donc on peut dire que là, vraiment, côté Jeux olympiques officiels, malheureusement, rien n'a progressé. On a même essayé de les mettre le plus possible à l'écart. Alors Alice Mia se retire du combat à ce moment-là. Elle a eu des tas de problèmes de santé et elle a de plus en plus de difficultés à tenir en main le travail donc, de la Fédération sportive internationale. Donc elle va reprendre des activités professionnelles difficilement, traductrice, représentante de commerce, comptable, etc. Mais elle va se retirer véritablement de toutes les organisations sportives liées à Femina Sport. En 1948, donc dans l'après-guerre, elle habitait à Paris, dans le 9e, au pied de la butte Montmartre. Et on sait qu'elle a fini sa vie dans la maison de retraite de la Fondation Rothschild, rue Picpus. Elle meurt en 1957 et elle est inhumée dans sa ville natale, Nantes. Alors, il y a quelques personnes quand même qui ont parlé d'elle après sa disparition, mais très peu. On a par exemple un livre écrit par Marie-Thérèse Eckem, qui a été directrice des sports féminins du gouvernement de Vichy de 40 à 42, sous la tutelle de Jean Borotra. Et dans son ouvrage sur la femme et le sport, elle fait un développement sur l'œuvre d'Alice Milia avant la guerre de 1939. Mais on s'aperçoit que pendant la période de l'occupation et pendant la période de Vichy, le gouvernement de Vichy interdit aux femmes la pratique de certains sports. Nous retournons en arrière. Interdiction de football, interdiction de rugby, donc la barrette, interdiction du cyclisme de compétition et des sports de combat. Donc nous retournons vraiment très très loin en arrière. Qu'en est-il quand même au lendemain de la guerre du sport et de la jeunesse en France, au moment des débuts de la 4e République? En 1946, donc, le gouvernement de Georges Bidault crée un sous-secrétaire d'État, quand même, à la jeunesse et au sport, et le confie à André Viennot, de formation sportive. Et donc là, on va connaître un peu le devenir des femmes, non seulement dans les pratiques sportives officielles, dans les pratiques sportives, donc à l'école, la gymnastique aussi, et enfin dans les pratiques sportives du côté des JO. Alors en 1952, après le départ d'Edström du CIO, on autorisera les femmes à pratiquer quelques-unes des épreuves aux JO officiels, et il faudra attendre 1964, les Jeux de Tokyo, pour qu'il y ait 12 épreuves qui soient autorisées aux femmes. Puis progressivement, on s'aperçoit que la recomposition du CIO va se faire, mais ça va être très très difficile. Il a été exclusivement masculin jusqu'en 1981. Il est majoritairement masculin jusqu'à la fin du siècle. Il y a des changements à partir de 2007 et de modifications de la charte olympique. J'ai noté les quelques passages qui concernent donc ces modifications, mais ça s'est fait très très lentement, très difficilement par rapport à la réalité de la pratique des sports dans les clubs féminins un peu partout, et l'évolution aussi du sport dans les lycées, où là il y a eu quand même des efforts considérables qui ont été faits autour des épreuves, par exemple du baccalauréat par la suite. Voilà. Alors pour la Fondation Alice Milia, on en a dit 2 mots tout à l'heure. C'est donc une fondation qui est née en 2016, qui a enfin ressorti le nom d'Alice Milia de l'ombre. Bon. Il a été question, donc elle abrite finalement la défense du sport du point de vue européen et international, et d'apporter aussi des solutions à toutes les inégalités qui existaient encore dans la pratique des sports entre les femmes et les hommes. Donc ça, ce sont les objectifs que s'est fixé cette fondation Alice Milia. Et au niveau national, elle soutient donc la lutte contre tout ce qui est stéréotype de genre dans les pratiques sportives. Donc elle a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire sur ce terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va maintenant, si vous voulez bien, regarder
des extraits donc, du film qui a été préparé par M. Trevon, qui est le spécialiste qui a sorti Alice Milla de l'ombre, et qui a, à la suite de son livre, préparé donc, avec des extraits d'archives et de documents de Gaumont, de Pathé, etc., plus un certain nombre d'interviews, une présentation de l'ensemble de la carrière d'Alice Milla. C'était en 2003. La conquête du sport féminin, et on remercie spécialement M. René Gara qui a eu l'amabilité de nous transmettre une copie autorisée pour que vous puissiez regarder les extraits de ce film. Voilà, je pense que c'est maintenant qu'on va pouvoir regarder, mais on éteindra, je crois.